Nous allons débuter maintenant les auditions. Je souhaite donc la bienvenue aux représentants de l'Organisme pour le droit des femmes du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite donc à vous présenter puis à commencer votre exposé. Encore une fois, bienvenue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je suis Diane Guilbeault, présidente de Pour les droits des femmes du Québec, et je suis accompagnée par Leila Lesbeth, qui est membre du conseil d'administration et membre fondatrice de PDF Québec. Elle est également intervenante en milieu scolaire. PDF Québec est un organisme féministe, mixte, non partisan et en faveur de la laïcité. Plus de 600 personnes d'une grande diversité d'origines font partie de notre organisation. C'est chaque fois un honneur que d'être invité dans cette enceinte au cœur de notre démocratie. L'adoption de lois est un processus noble qui exige de la hauteur et de la rigueur. Et c'est dans cette perspective que s'inscrivent nos commentaires sur le projet de loi sur la laïcité. D'entrée de jeu, disons que PDF Québec appuie ce projet de loi attendu, annoncé pendant la campagne électorale et souhaité par une forte majorité de Québécoises et de Québécois, de toutes origines. Je le souligne et je le répète, les femmes et les hommes qui appuient ce projet sont soit nés ici, soit nés ailleurs, croyants, incroyants, pratiquants ou non pratiquants, bref, la majorité qui appuie ce projet de loi est une parfaite représentation de ce que signifie le concept de majorité dans une démocratie. Quant à nous, à PDF Québec, une des motivations importantes derrière notre engagement en faveur de la laïcité, c'est le droit à l'égalité des femmes. Ce droit à l'égalité gagné tout récemment et de haute lutte ne peut exister dans un contexte de loi religieuse. C'est en s'émancipant des pouvoirs religieux que les femmes ont eu droit à l'égalité, un droit qui s'est construit pas à pas et chaque fois contesté par les religieux. Je fais quelques rappels. La modification de la capacité juridique de la femme mariée en 1964, la reconnaissance du mariage civil célébré par un officier laïque en 1968 et l'égalité des époux en 1980, la décriminalisation de la contraception en 1969 et la décriminalisation de l'avortement en 1989. L'inclusion du principe d'égalité entre les hommes et les femmes dans la Charte des droits et libertés est toute récente, 2008. Le droit à l'égalité des femmes est un droit fragile, sans cesse remis en question, et quand il est remis en question au nom de la religion, on dirait que l'État, les tribunaux, les institutions n'osent plus l'affirmer et préfèrent appuyer le dogme religieux. Je donne des exemples. Le scandaleux accommodement, dit raisonnable, qui a été accordé à la Société d'assurance automobile, eu égard à sa directive qui propose des modalités alternatives à ceux qui refusent de faire affaire avec une femme. La ségrégation raciale est interdite, Dieu merci, mais en vertu de cet accommodement endossé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2009, la ségrégation sexuelle devient acceptable. Autre exemple, la Fédération des médecins spécialistes du Québec a rapporté qu'il est parfois devenu impossible pour un médecin d'exercer son métier puisque sa seule présence provoque l'ire d'un mari, ce qui favorise la ségrégation sexuelle. La Cour suprême, qui a jugé que la demande de garder en cours le voile intégral, la niqab ou la burqa, pouvait être recevable dans certains cas. Et enfin, un autre exemple récent, une femme qui, avant même d'être citoyenne canadienne, a contesté la loi pour finalement gagner le droit de prêter serment de citoyenneté à visage couvert avec son niqab. Il est consternant de voir que des dogmes religieux, contraires au droit à l'égalité des femmes, soient ainsi reconnus par l'État et même par des organismes de défense des droits de la personne. C'est dire que ces dogmes religieux font encore partie de l'État et que la séparation du pouvoir religieux du pouvoir démocratique n'est pas achevée. Une loi sur la laïcité est donc nécessaire et nous nous réjouissons des modifications à la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui inclut dorénavant la laïcité. Le projet de loi 21 répond donc à de nombreuses attentes de la société québécoise, mais il devrait être renforcé par quelques modifications. Concernant les accommodements religieux, nous sommes d'avis que les critères actuels pour dire qu'un accommodement est raisonnable sont inadéquats quand il s'agit d'accommodements religieux qui remettent en question des règlements, des lois qui ont fait l'objet d'un processus démocratique. Le problème avec les demandes d'accommodement religieux, c'est qu'elles sont basées sur des lois religieuses qui viennent en contradiction avec des lois humaines démocratiques. Les requérants invoquent leurs lois divines qui auraient préséance sur nos lois. Or, ces lois démocratiques sont des choix de société. Et comme le rappelait en 2013 l'ancien ministre libéral, M. Benoît Pelletier, on peut se demander dans quelle mesure on ne devrait pas mieux évaluer le fait qu'une demande d'un individu au nom de sa liberté religieuse puisse remettre en question des choix de société. Prenons l'exemple des demandes de certains Sikhs à l'effet d'être exemptés de l'obligation du casque de sécurité en vertu du Code de la route ou en vertu de la loi sur la santé et sécurité au travail. Ces lois obligeant le port de casque sécuritaire sont en fait un contrat social. S'il y a un accident,
toute la société s'engage à soutenir financièrement la victime ou à soutenir ses héritiers. En contrepartie, les citoyens et les citoyennes s'engagent à respecter des règles minimales de sécurité pour prévenir des accidents graves. Pourquoi un tel contrat social pourrait-il être modifié sur la seule demande d'une personne qui invoque sa liberté religieuse? Les choix de société peuvent être mis en question, mais on peut légitimement se questionner sur le fait qu'une personne puisse s'en exempter automatiquement sur la seule foi de sa croyance. De plus, ces demandes faites au nom de la religion, quand elles sont acceptées pour une personne en particulier, sont automatiquement accordées aux personnes appartenant au même groupe religieux. Ce sont pourtant les individus qui ont des droits. Mais les accommodements religieux sont devenus une façon détournée de reconnaître des droits à des groupes, même si ceux-ci n'ont aucun droit en tant que groupe. Une loi sur la laïcité ne peut avoir de sens si elle permet encore que des règles religieuses puissent arbitrer les rapports de l'État avec ses citoyennes et citoyens. La loi n'est malheureusement pas claire à ce sujet. Les femmes restent donc particulièrement vulnérables. C'est pourquoi PDF Québec souhaite que la loi sur la laïcité de l'État spécifie qu'aucun accommodement religieux ne peut être accordé s'il enfreint le principe de laïcité, le principe de séparation de l'État et des religions, le principe de l'égalité des citoyennes et des citoyens et le principe de la neutralité religieuse de l'État. Pour l'école, nous demandons à ce que la loi soit plus cohérente. La responsabilité de l'école est de former les futurs citoyennes et citoyens et non pas des croyants. Le Québec a demandé un amendement constitutionnel pour faire en sorte que les élèves ne soient plus d'abord considérés comme des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des sikhs, des non-croyants, mais des citoyennes et des citoyens. Cet idéal citoyen ne peut se réaliser avec une équipe école où chaque confession religieuse s'affiche. Il est important de rappeler que la présence du crucifix dans une classe a été jugée attentatoire à la liberté de conscience des enfants. Si le caractère attentatoire du crucifix a été reconnu par les tribunaux, que dire alors du caractère attentatoire d'un symbole religieux porté par l'enseignant avec qui l'élève a une relation affective? Il doit regarder constamment et qui, de plus, incarne l'autorité. Ce constat est au moins aussi vrai pour les enfants dans les services de garde, confrontés à des éducatrices et des éducateurs portant des symboles religieux ostentatoires. Les jeunes enfants et les élèves sont pris en charge sur une longue durée et apprennent à vivre ensemble à un âge où ils sont perméables et sujets aux influences et pressions extérieures. En principe, l'école existe pour leur apprendre à développer leur esprit critique, à acquérir certains outils intellectuels qui leur permettront de forger une idée personnelle sur le monde. L'expression des convictions religieuses des adultes qui en ont la responsabilité ne doit pas leur être imposée et être admise dans ce contexte. Compte tenu de tout cela, nous comprenons difficilement que l'ensemble de l'équipe école ne soit pas soumise aux exigences de neutralité. Il y a là un manque de cohérence évident. PDF Québec croit qu'il faut que l'obligation de neutralité s'applique à toute l'équipe école et, pour les mêmes raisons, devrait être étendue aux éducateurs et aux éducatrices dans les CPE. Et en deuxième point, s'il veut être cohérent, le gouvernement ne peut pas continuer de soutenir un double discours, un favorable à la laïcité et un autre qui considère que la laïcité est une forme de racisme. C'est pourtant ce qu'entendent depuis 10 ans nos enfants dans le cadre du cours ECR, éthique et culture religieuse, plus précisément dans sa partie dite culture religieuse. Les intentions du cours sont sans doute bien bonnes, mais le réel dément ces intentions. On trouve en effet dans les manuels approuvés par le ministre un cumul de stéréotypes sexistes et une folklorisation des pratiques religieuses. Le problème ne tient pas seulement au manuel scolaire, mais au fait que le programme lui-même interdit de critiquer ou de commenter les pratiques religieuses ou culturelles, même si elles sont inacceptables, comme la banalisation de mariage de petites filles de 8 ans. Les pratiques les plus fondamentalistes sont ainsi perçues comme fréquentes ou normales. Et en tant que femme musulmane, je m'objecte également de tout mon être contre le fait que les fillettes et les femmes musulmanes soient toujours représentées portant le hijab, voire même dans certains cas le niqab. PDF Québec croit qu'il faut éliminer dès la rentrée scolaire 2019 le volet culture religieuse du cours ECR. Pour conclure,
Plusieurs décisions politiques ont façonné le Québec d'aujourd'hui de façon déterminante. Qu'on pense à la nationalisation de l'électricité, à l'adoption de la Charte de la langue française, à la création des CPE. Pour nous, la loi 21 s'inscrit dans cette volonté de modernisation de l'État québécois pour le bien commun. L'ex-premier ministre, M. Jean Charest, répétait souvent « Les 3 valeurs fondamentales du Québec sont l'égalité entre les hommes et les femmes, la primauté du fait français et la séparation entre la religion et l'État. » C'est cette dernière valeur que la loi 21 vient confirmer. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes très bonne, vous êtes très efficace. 10 minutes, juste. Bravo. Alors, je cède maintenant la parole à M. le ministre pour une période d'échange de 17 minutes et 30 secondes. M. le ministre, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Mme Guilbeault, Mme Lesbeth, bonjour, bienvenue à l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour la présentation de votre mémoire. Écoutez, d'entrée de jeu, à la lecture de votre mémoire, on constate que vous êtes favorable au projet de loi. Vous souhaitez qu'on apporte certaines modifications, mais je voudrais vous entendre sur les modifications qu'on apporte à la Charte des droits et libertés de la personne. Pourquoi, selon vous, c'est important d'inscrire la laïcité, dans nos lois, mais aussi dans la Charte des droits et libertés de la personne? Dans la Charte, on affirme une valeur fondamentale et ça peut devenir un critère lorsqu'il y aura éventuellement des plaintes ou des remarques ou des contestations de projets de loi qui sont parce que la Charte est quand même au-dessus, d'une certaine façon, au-dessus philosophiquement des autres lois. Alors, c'est une affirmation concrète de la laïcité comme valeur fondamentale de l'État québécois. Alors oui, c'est un grand plus pour nous. Parce qu'on l'inscrit à 2 endroits dans la Charte. Dans un premier temps, on va l'inscrire dans le préambule et on utilise un considérant. On dit « considérant l'importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l'État ». Et deuxièmement, on vient de l'inclure à l'article 9.1 également de la Charte comme, en fait, c'est un outil d'interprétation après valeur démocratique. On dit la laïcité de l'État. Donc, les droits et libertés fondamentaux vont s'interpréter désormais à la lumière de la laïcité de l'État. Ça, vous pensez que c'est approprié de le faire dans le cadre de notre société? Tout à fait. D'ailleurs, c'était une des recommandations du Conseil du statut de la femme dans son mémoire sur la question de la laïcité et le droit à l'égalité des femmes. Et effectivement, c'est pour nous une garantie supplémentaire, une protection supplémentaire que les droits soient interprétés à la lumière de cette charte qui maintenant va inclure la laïcité. Quand vous citez le premier ministre Charest, vous faites référence aux 3 piliers de la société québécoise, notamment la laïcité de l'État. Et dans le présent débat que nous avons, j'ai entendu beaucoup d'intervenants dans la sphère publique nous dire à quel point l'État québécois ou l'État canadien, il était déjà laïque. Mais pourquoi on fait le projet de loi 21? C'est notamment pour répondre à ça, parce que ça n'a jamais été écrit dans aucune de nos lois, à la fois québécoises, à la fois dans les lois canadiennes aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le cristalliser vraiment dans nos lois. Donc, vous pensez que c'est pertinent de le faire? C'est essentiel. Hier, par exemple, j'ai reçu copie d'un courriel qui a été envoyé par le bureau du premier ministre canadien à l'ensemble du personnel pour souhaiter un joyeux ramadan au personnel, aux employés, j'imagine, de culture musulmane. Je ne sais pas si c'est adressé ce message à tous les employés catholiques pour le carême, à tous les employés, bon, peu importe les fêtes religieuses. Il me semble qu'un État neutre, à tout le moins, ne devrait pas s'insérer comme ça dans la gestion des fêtes religieuses, même si c'est très sympathique. Ce n'est pas le rôle de l'État. Et ce n'est pas écrit, et on a une constitution canadienne qui commence sous la suprématie de Dieu, la primauté du droit. Donc, on a un problème au Canada avec cette reconnaissance de la neutralité, de la laïcité. Et quand la Cour suprême a statué dans la cause de MLQ Saguenay, elle a plus ou moins fait entendre qu'il n'y avait pas de loi sur la laïcité. On pouvait parler de neutralité, mais ce n'était pas clairement établi. Alors, une loi sur la laïcité vient vraiment confirmer, incarner, avec des précisions, qu'on est un État laïque qui est différent d'un État multiconfessionnel. L'Angleterre est un État multiconfessionnel dirigé par une reine qui est chef de l'Église anglicane, mais le Québec se veut une société laïque et cette laïcité, elle s'inscrit, elle est enfin nommée après plusieurs années et plusieurs décennies où, entre autres, en 1997, on a déconfessionnalisé le système scolaire et c'est une opération par laquelle les catholiques et les protestants du Québec ont renoncé à leurs droits constitutionnels, renonciation qui n'a pas été faite dans les autres provinces. Il n'y a qu'au Québec qu'on a fait ça. Pourquoi? Pour ouvrir l'école
à tous les enfants, peu importe leur appartenance religieuse, et donc pour faire en sorte que l'école n'ait plus à gérer cette question du religieux. Ça ne concerne pas l'école, ça concerne les écoles, les églises, les synagogues, les mosquées, mais ça ne concerne pas l'école. Donc on a voulu faire ce grand pas en avant, qui était quand même une opération qui a duré sur plusieurs années et qui est, je pense, un grand acquis du gouvernement québécois et de la société québécoise. Par contre, on a laissé réentrer le religieux de façon différente et maintenant, la laïcité prononcée, établie, clarifiée, permet, je pense, de terminer un travail qui est amorcé depuis la Révolution tranquille. Sur la question de l'utilisation des clauses dérogatoires, dans le projet de loi, on y fait référence pour la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que la Charte des droits et libertés. Qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation-là que le gouvernement en fait? Alors, écoute, nous, on n'est pas des juristes. Il y en a qui ont dit que ce n'est pas nécessaire, donc ça, c'est nécessaire. Nous, je pense que comme décision, affirmation politique, c'était une très bonne chose parce que ça montrait la détermination du Québec d'aller de l'avant. Ceci dit, la clause dérogatoire, elle fait partie de la Constitution et je suis très étonnée quand on la démonise, on la diabolise de cette façon, comme si c'était quelque chose qui était complètement illégal. Elle existe, cette clause, et en plus, elle a servi notamment dans des lois comme, par exemple, protéger l'identité des enfants mineurs devant les tribunaux. Il a fallu quand même passer outre le droit au public, du public, de savoir ce qui se passe dans les tribunaux. Il y a eu d'autres situations, par exemple, je pense la loi de protection du consommateur, où on n'a pas le droit à l'avocat, on a donc passé outre un droit fondamental des citoyens. Et pourquoi? Parce que le bien commun l'exige, et à ce moment-là, les droits individuels peuvent céder le pas au droit pour le bien commun. Et enfin, je rajouterais, les droits fondamentaux dont on parle, je dirais, par exemple, le droit à la liberté d'expression, il est constamment restreint par vous tous ici dans cette enceinte. Quand vous respectez la ligne du parti, c'est une restriction à votre liberté d'expression. Il n'y a personne qui est allé à la Cour suprême ni à l'ONU pour s'en plaindre. Ça fait partie du travail quand on a des responsabilités quelconques, surtout dans les services publics, mais peu importe, un employé a toujours des restrictions à sa liberté d'expression qui viennent avec son emploi, parce que quand on a un emploi, on a des obligations. Tandis que les libertés du citoyen et du citoyenne, elles sont totales parce que le citoyen n'a pas ces obligations qu'un employé a, et encore plus un employé des services publics. Alors, je pense que les gens vivent très bien les restrictions sur l'expression de leurs convictions politiques, qui est un droit aussi fondamental que l'expression sur les convictions religieuses. Alors, et c'est de 9 à 5, c'est dans le cadre du travail. Et je pense que dans le cadre du travail, si tout le monde réfléchit comme il faut, il y a toujours des restrictions à la liberté d'expression. Je voudrais vous entendre également sur l'étendue du projet de loi. Nous, ce qu'on a fait, c'est que, conformément à la position qu'on a depuis 2013 et à l'engagement qu'on a pris en campagne électorale, on vise les personnes en situation d'autorité, donc juges, policiers, agents correctionnels, procureurs. Également, on ajoute les enseignants, les directeurs d'école, mais je crois comprendre par le biais de votre mémoire que vous souhaitez qu'on élargisse davantage. Donc, vous dites CPE, membres de la fonction publique. Pourquoi élargir davantage? Vous souhaiteriez que le gouvernement élargisse davantage le projet de loi? Bien, parce que là, l'État va être partiellement laïque, un petit peu laïque. Alors moi, je pense que la laïcité, ça devrait être un tout. Je comprends par contre très bien le côté pragmatique du projet de loi, la volonté peut-être d'y aller de façon consensuelle, de façon plus lente, moins rapide, moins drastique, mais logiquement, si l'État est laïque, l'État est laïque. Si l'État est neutre, l'État est neutre. Et c'est un peu dommage de voir que finalement, ce sont les gens qui ont affaire à la justice qui vont avoir leur liberté de conscience protégée, puisque ce sont les personnes qui ont affaire avec les policiers, les juges, les gardiens de prison. Donc, c'est les gens qui sont en lien avec la justice. Mais l'État, ce n'est pas que la justice. Il y a un ensemble d'activités qui sont sous la responsabilité de l'État. Et idéalement, nous, on pense que tous les citoyens devraient bénéficier de ce respect par rapport à leur liberté de conscience. Par rapport aux écoles, ce qui est un grand plus, une grande avancée, et Leïla pourra en parler plus longuement, mais on pense que, logiquement, il n'y a pas de raison que ce soit seulement les enseignants. Tout le personnel dans les écoles est un modèle pour les enfants, et y compris dans les services de garde. Et il faut qu'il y ait une cohérence à l'intérieur des écoles, et il nous semble
pas logique d'exclure les services de garde ou les orthopédagogues. Et par rapport aux écoles, on comprend aussi le côté pragmatique de ne pas vouloir bousculer trop les choses et de permettre aux gens qui affichent leurs signes religieux actuellement de continuer à le faire. Mais en contrepartie, il faut garantir la liberté de conscience des parents et des élèves. Elle est tout aussi importante et il faudra trouver un mécanisme pour que les parents qui voudraient avoir accès à un enseignant neutre puissent la faire sans avoir besoin de recourir aux tribunaux. La liberté de conscience qui est au cœur du projet de loi, au cœur de la laïcité, c'est la liberté de conscience des citoyens, des citoyennes, des élèves et de leurs parents. Et je pense qu'il faut donner aux citoyens et aux citoyennes la garantie que leur liberté de conscience va être protégée et même dans un contexte où on permet à des gens de passer outre leur obligation de neutralité. Okay. Sur la question de la définition de la laïcité qu'on a inscrit au projet de loi, à l'article 2, on dit « La laïcité de l'État repose sur les principes suivants. La séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes, la liberté de conscience et la liberté de religion. » Est-ce que cette définition-là est conforme à l'esprit, à l'opinion que vous faites de la laïcité de l'État qui doit être appliquée au Québec? Tout à fait. En fait, on s'est réjouis dès qu'on a vu ces mots dans la loi. Je pense que ce sont les grands principes philosophiques qui définissent la laïcité et qui permettent d'avoir une vision globale de la laïcité. Alors, oui, on est tout à fait d'accord et on approuve et on applaudit cette définition. Parfait. Bien, écoutez, je vous remercie. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Je pense que la députée de Les Plaines et la députée de Bellechasse veulent poser des questions. Merci beaucoup, M. le ministre. Madame la députée de Les Plaines, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on puisse entendre tous les points de vue. Je vous apprends rien en disant que le Conseil du statut de la femme a produit en 2011 un avis selon lequel il appuyait une interdiction de porter des signes religieux pour les agents de l'État et recommandait de modifier la Charte québécoise pour justement consacrer la laïcité de l'État. En fait, vous dites justement dans vos propos que ce serait partiel, un État partiellement laïque. Moi, ce que j'aimerais, le sujet sur lequel j'aimerais que vous nous entreteniez davantage, c'est justement les avancées des droits des femmes en lien avec l'affirmation de la laïcité. Est-ce qu'on va assez loin? Si la laïcité est inscrite dans la Charte, je pense qu'effectivement, on a un gain. C'est sûr que la laïcité, ce n'est pas la seule condition pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes, on s'entend là-dessus. Mais c'est une condition essentielle, parce que les règles religieuses de plusieurs religions, les grandes religions, sont souvent discriminatoires à l'égard des femmes. Et si ces règles ont droit de citer dans l'espace civique, dans les interactions de l'État avec ses citoyens, il y a un problème. Et les femmes ont un problème en particulier. Alors pour nous, c'est pour ça que notre appui à la laïcité date de bien plus longtemps là, que même 2008. Parmi nous, on a des militantes en faveur de cette séparation plus stricte parce que on regarde, par exemple, à Ottawa, on voit les groupes évangélistes qui ont fait des pressions énormes sur le gouvernement Harper pour recriminaliser l'avortement, pour enlever des subventions à des organisations qui font des services d'avortement ou des services de contraception. Ça, c'est pas acceptable dans un État démocratique pour nous. Et si l'État canadien était laïque, ces pressions ou ces règles religieuses ne pourraient pas avoir droit de citer. Alors, c'est vrai pour le Québec, c'est vrai aussi pour l'ensemble du Canada. Mais au Québec, nous, on est ici. Si on a déjà cette avancée que nous donne notre État québécois, on va être rassurés parce que c'est quand même une prise qu'on aura pour défendre les droits des femmes face à des revendications religieuses qui voudraient être mises de l'avant plutôt que des lois démocratiques. Petite question additionnelle avant de laisser la parole à ma consoeur. Vous parlez de 600 membres, c'est ce que je comprends? Oui, un petit peu plus, oui. Ils sont répartis à quel endroit? On est un peu partout au Québec. C'est sûr qu'il y a plus de membres à Montréal, mais on a dans toutes les régions du Québec. Il y en a plusieurs qui sont ici dans la salle aujourd'hui. Et ce sont surtout, je tiens à le dire, parce qu'on a fait des capsules vidéo qui permettent d'ailleurs de le voir, on a des membres de toutes les origines, de toutes les confessions, des pratiquants, des non-pratiquants. Et on se rend compte que, Leïla pourra en parler un petit peu plus, mais on se rend compte que l'appui à la laïcité, il est très fort chez les gens qui ont vécu sous des lois religieuses, notamment au Maghreb. Et ces gens comprennent le problème que ça cause à la démocratie quand la séparation entre l'État et le religieux n'est pas accomplie. Peut-être quelques mots, Nadia, Leïla.
Justement, j'aimerais rajouter qu'en fait, nous représentons des minorités. Donc, quand j'entends parler de minorités, qu'on est en train de bafouer les droits des minorités, je me demande de quelle minorité il s'agit, sauf si on fait aussi ici un classement par ordre, cette minorité doit avoir ses droits, l'autre non. Je fais partie de cette minorité et les multiples minorités que nous formons, nous sommes tous justement pour que la laïcité soit enchâssée dans la Charte des droits ici au Québec. Pourquoi? Parce que nous venons justement de pays où il n'y avait pas de laïcité et cela justement opprime le droit des femmes. Et c'est toujours l'aspect religieux qui est mis de l'avant. Donc, ce que nous avons constaté malheureusement avec les 4 années du précédent gouvernement, c'est que nous avons été niés pendant 4 années. On n'a pas parlé de nous. On nous a rendus tout à fait invisibles, totalement invisibles. Lorsqu'on parlait des femmes musulmanes, il fallait que ces femmes musulmanes portent des signes ostentatoires, pour le dire clairement qu'elles portent le hijab. Il n'y avait pas dans le précédent gouvernement quelqu'un qui parlait de ces femmes musulmanes. Ce n'est pas parce qu'on est musulmane qu'on a d'autres aspirations que toutes les femmes de la planète. Nous demandons aussi nos droits, nous demandons à être existés et nous demandons à être vus, même si on n'est pas voilé. Donc c'est ce qui s'est passé. Et cela, justement, à l'intérieur de la communauté musulmane, il y a eu certaines régressions, certaines pressions qui ont été faites sur ces femmes dans cette communauté. Et c'est ainsi qu'ici au Québec, nous avons vu des femmes musulmanes être obligées de porter le voile. Et ce que je regrette profondément, c'est que le précédent gouvernement avait une femme musulmane parmi ses députés et qui était, on ne peut pas qualifier Madame Houda-Pépin d'extrémiste ou de radicale. C'était la sagesse même, c'était la cohérence même. Qu'est-ce qu'on a fait à cette députée qui nous représentait et on se sentait représenté? On lui a montré la porte. C'est ce que nous déplorons grandement et c'est pour ça les minorités qui sont ici au Québec disent bravo au projet de loi 21 qui nous permet d'exister, de respirer et de ne plus être considérée en tant que musulmane, mais en tant que citoyenne à part entière. Je suis fière d'être citoyenne québécoise. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Marguerite Bourgeois pour une période d'échange de 11 minutes et 40 secondes. Madame la députée, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Bonjour à ceux et celles qui vous accompagnent. Merci de votre implication dans le projet de loi. Maintenant, on a un certain nombre de questions à vous poser. Je vais commencer par la page 4 de votre mémoire, quand vous dites, et vous y revenez beaucoup, alors c'est pour ça que je pense pour vous c'est très important, mais tant et aussi longtemps que des règles religieuses peuvent s'immiscer dans la gestion de l'État, les femmes sont à risque de voir s'éroder ce droit. Donc, j'aurais une question sur ce que vous voulez dire par règles religieuses qui peuvent s'immiscer dans la gestion de l'État, mais vous donnez des exemples après, dans cette même page 4, qui remettent en question la séparation de l'État et de la religion. Voici des exemples éloquents. Alors là, on parle du tribunal de la charia en Ontario, on parle de la polygamie interdite au Canada, on parle de recriminaliser l'avortement, on parle de modalités alternatives à ceux qui refusent de faire affaire avec une femme, etc., etc. Alors, je me disais, mon Dieu, en quoi le projet de loi 21 vient vous rassurer sur ces questions-là? Parce que je ne vois pas tellement le lien, en tout respect, entre entre le projet de loi 21 et la charia, la polygamie, les modalités alternatives, recriminaliser l'avortement. Donc, vraiment, là, je me demandais comment vous situiez votre mémoire et le projet de loi 21 dans cette question-là. Parfait, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Alors, écoutez, par exemple, quand on a fait les demandes à la Société d'assurance automobile pour ne pas faire affaire avec des femmes, c'était, les gens invoquaient, dans ma religion, c'est interdit qu'un homme parle avec une femme qui n'est pas de sa famille. Et ça a été accordé. Ça s'appelle de la ségrégation. Dans nos sociétés, on ne choisit pas le sexe de l'intervenant, je ne parle pas évidemment des soins de santé, on s'entend là, mais à la Société d'assurance automobile, on fait affaire avec un fonctionnaire, avec une fonctionnaire, et on n'a pas le droit de dire « moi, je ne veux pas travailler avec une femme », tout comme on n'a pas le droit de dire « je ne veux pas travailler avec une personne asiatique ou une personne d'une autre race ». Donc, mais quand on dit « au nom de ma religion »,
je ne veux pas faire affaire avec une femme, ça s'appelle la ségrégation et ça ne devrait pas être admis. Et si on a la loi qui sépare très bien la religion de l'État, l'État dit, mais c'est peut-être bien chez vous, mais moi, je ne peux pas appliquer cette règle-là. Ici, vous ne pouvez pas s'agréger sur la base du sexe. Vous devez respecter homme ou femme. Il y a un droit à l'égalité et vous ne pouvez pas discriminer sur cette base-là. Par rapport les tentatives des groupes religieux, les groupes religieux s'opposent à l'avortement. On le sait, de très nombreux groupes religieux s'opposent à l'avortement. Et si l'État se laisse influencer et ouvre la porte à ces pressions religieuses, au nom de la religion, eh bien, on bafoue le droit des femmes à l'accès à la contraception. Il y a des groupes qui ont perdu leurs subventions à cause de ces pressions qui étaient basées sur la religion qui interdit l'avortement. Donc, ce sont deux exemples que je peux vous donner. Évidemment, la polygamie, c'était au niveau du mariage, ça relève du fédéral, mais on est encore dans un contexte canadien. Alors, heureusement, le tribunal a fini par retrancher, mais ça avait déjà été tranché. Il a fallu réintervenir pour dire que, après plusieurs appels, c'est parti de la Colombie-Britannique et c'est monté jusqu'à la Cour suprême pour restatuer que la polygamie était illégale. Et en plus, pendant longtemps, les tribunaux de Vancouver et de Colombie-Britannique ont hésité à porter la cause devant les tribunaux parce qu'ils étaient certains que la Cour suprême allait pencher en faveur de la reconnaissance de la liberté religieuse des polygames de la région du sud de Vancouver. Merci, Mme Gault. Madame la députée, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame. Écoutez, à la page 6, quand vous dites « Nous voulons redire notre grande satisfaction à voir que le législateur a reconnu le droit des élèves d'être dans des écoles qui ne seraient pas soumises à des dogmes religieux », vous y revenez beaucoup à cette question-là, de former à la page 10 des futurs citoyens et citoyennes et non pas des croyants. Alors là, j'essaie de comprendre l'articulation intellectuelle, je pourrais dire, ou le rationnel entre des dogmes religieux puis des écoles où des professeurs pourraient effectivement avoir un signe religieux. C'est comme si vous faisiez clairement le lien entre être croyant et être dans la question du prosélytisme. Je crois que c'est bien ça, je dois comprendre. Hier, à la conférence de presse, il y a un intervenant qui est arrivé avec son T-shirt, c'était écrit « Dieu n'existe pas ». Et il me posait la question, est-ce que je pourrais me présenter en classe avec ça? Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui rouspèteraient. Ils ne seraient pas contents, et avec raison. Mais quand on met un autre signe religieux qui affiche la préférence religieuse de la personne, qui dit, moi, c'est passivement, mais c'est un message tacite et à la fois très explicite, moi, ma religion préférée, c'est celle-ci, celle que j'affiche. Alors, si c'est quelqu'un qui met un grand crucifix, c'est quelqu'un qui met un voile, quelqu'un qui met un turban, elle affiche ses préférences religieuses. On ne peut pas parler de neutralité. C'est comme l'enseignant qui arrive avec un T-shirt « Dieu n'existe pas », on ne peut plus parler de neutralité. Et donc, l'enfant reçoit un message et il le reçoit quotidiennement, ce message, sur les préférences religieuses de son enseignant ou de son enseignante. Et on pense qu'à l'école, ce n'est pas la place, tout comme on n'aimerait pas que nos enfants soient soumis au discours politique de son enseignant ou de son enseignante. Actuellement, tout le monde reconnaît le bien fondé de la restriction de la liberté d'expression en matière de conviction politique. Eh bien, tout simplement, la même chose doit s'appliquer pour les convictions religieuses, un devoir de réserve pendant l'exercice de ces fonctions face aux élèves dont on doit respecter la liberté de conscience et qui n'ont pas à interpréter, à juger, à mesurer, à critiquer les préférences religieuses de leur enseignant ou de leur enseignante. Merci beaucoup, Madame la députée, s'il vous plaît. On continue un peu sur ce sujet-là, la question de la neutralité. Vous savez, peut-être que ma déformation de professeur de psychologie pendant des années, c'est très complexe, la question de neutralité, parce qu'il y a la neutralité affichée, puis il y a la neutralité entre les deux oreilles, comme on dit. Alors, quelle différence vous faites entre la neutralité supposée, existante d'un enseignant qui peut être homophobe, qui peut être misogyne, qui peut être pro ou anti-avortement, mais ça ne paraît pas ostentatoirement. Alors, comment vous faites la différence et pourquoi la neutralité visible est-elle tellement plus importante que la neutralité dite invisible? On a tous la liberté de conscience, la liberté de penser ce qu'on veut. On n'a pas à appliquer tout ce qu'on pense. Par exemple, un enseignant homophobe n'a pas le droit de tenir des propos homophobes. Hein, on s'entend? Donc, il peut le penser. S'il pense puis que personne ne sait qu'il le pense,
il n'y a pas de problème. S'il l'affiche par une caricature, par un dessin, ça aussi, c'est inacceptable. Donc, il faut que l'enseignant laisse la place à l'élève pour lui réfléchir, lui donner des outils pour réfléchir. Et il va de soi qu'un enseignant qui tiendrait des propos, à ce moment-là, s'il tient des propos homophobes ou misogynes, il n'est pas neutre. Il ne respecte pas son devoir de neutralité, son obligation de neutralité. Donc, il faut que ce soit tant verbalement que tacitement que cette neutralité s'exerce et que ce devoir de réserve s'exerce. Alors, pour continuer, merci, Monsieur le Président, dans ce sens-là, vous faites automatiquement le lien entre parce que vous le dites, page 10, la responsabilité de l'école est de former les futurs citoyens et citoyennes et non pas des croyants. Et c'est donc, comme si vous disiez à ce moment-là, la neutralité n'existe pas à partir du moment où il y a un signe ostentatoire, disons-le comme ça, un port d'un signe religieux, alors qu'on peut vérifier que la neutralité existe très bien et c'est une obligation du milieu de l'enseignement que cette neutralité face à l'avortement ou face à la misogynie ou autre exemple dont on parlait, là, à ce moment-là, il pourrait y avoir des sanctions contre le professeur qui ouvertement afficherait des propos, disons, homophobes. Alors, pourquoi le fait d'avoir un hijab serait automatiquement le fait qu'il y a du prosélytisme et qu'on forme des croyants? Je trouve que l'affirmation est assez forte et que le fait qu'il n'y ait plus de signes religieux, donc il y aurait cette apparence totale de neutralité. Je ne comprends pas la différence. On affiche ses préférences, on n'est pas neutre. C'est aussi simple que ça. L'affichage a de l'effet. Si l'affichage avait aucun effet, il n'y aurait plus d'affichage sur les routes, puis vous n'auriez pas mis d'affiche pendant la campagne électorale. Parce que si ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors, l'affichage sert à quelque chose. Il module, il banalise, il présente une image, et afficher ses préférences, c'est le contraire de la neutralité. Ceci dit, quand on parle de former des croyants, on inclut aussi la dimension du cours de culture religieuse qui est déficient, pas dans ses intentions, mais dans sa forme et dans ses outils. Peut-être que tu peux glisser quelques mots là-dessus, toi qui travailles à l'école. Oui, malheureusement, depuis que ce cours a été mis en place, d'abord, dans sa façon d'être appliqué, vous savez que autant que les élèves et l'enseignant ont le droit de discuter du côté sur le cours éthique, mais quand il s'agit de religion, les enfants sont là, ils s'imprègnent de ce qui est écrit dans les textes et surtout des images. Et pour des enfants qui sont dans le primaire, les images sont vraiment parlantes. Et dans ce cours, justement, on valorise la religion. Et quand on valorise la religion, il n'y a pas d'égalité de sexe. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, la collègue donnait un cours sur la religion et elle parlait justement de tous les rites dans les différentes religions. Et ces rites très valorisants ne concernaient que les garçons. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Excusez-moi parce que le temps file de façon très rapide. Madame la députée Marguerite Bourgeois, s'il vous plaît. Je laisserai la parole à ma collègue, s'il vous plaît. Il vous reste 1 minute, s'il vous plaît, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Je vais essayer de faire vite. Bonjour à tous. Moi, mon comté, c'est Bourassa-Sauvé, Montréal-Nord. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont décidé par choix, et des femmes plus vieilles aussi, qui ont décidé par choix de porter le voile. À la commission scolaire Pointe-de-l'Île, ils n'ont eu aucune plainte à l'endroit de ces femmes qui enseignent là-bas, qui enseignent et qui portent le voile. Je vous écoute, puis je me dis, est-ce que c'est pas un peu doctrinaire, puis même réactionnaire, d'avoir une position comme celle-là qui dicte aux femmes comment s'habiller? Et c'est pas aussi un peu féministe, parce que anti-féministe, si je puis dire, puisque ça les marginalise. Je me demandais, qu'est-ce que vous répondez à ces femmes de mon côté qui portent le voile et qui étudient et qui sont sur le point d'aller sur le marché du travail et qui seraient de très, très bonnes enseignantes? Il y a une pénurie d'enseignants dans Montréal-Nord, dans mon coin. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces femmes-là qui, par choix, portent le voile et font très, très bien leur travail? C'est tout le temps qu'on a là pour l'opposition officielle. Je me tourne maintenant vers le député de Jean Lesage, s'il vous plaît, pour une période de 2 minutes 55 secondes. Monsieur le député, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de conversions à l'islam au Québec par année? Non.
Est-ce que vous avez une preuve quelconque que l'exposition à un symbole religieux non accompagné d'un discours religieux pousse à la conversion à quelconque religion que ce soit? C'est pas là le but. C'est pas là le but. Le but, c'est d'offrir et de respecter la liberté de conscience des enfants et des élèves. La neutralité politique, hein, est-ce qu'on a des preuves qu'on a converti des gens à Québec solidaire dans la classe? Non. Est-ce qu'on comprend que le professeur ne portera pas son chandail de Québec solidaire ou du Parti libéral ou de la CAQ en classe? On accepte ça. Pas parce qu'on a peur que les enfants deviennent du parti politique, parce qu'il y a une obligation de neutralité des convictions politiques. On demande exactement la même chose pour les convictions religieuses. Évidemment, il y a une grosse différence entre l'expression d'idées politiques, par exemple, et la pratique d'une religion. C'est deux choses qui sont complètement différentes. On veut pratiquer une religion sans être prosélyte. Si on est en campagne électorale, on veut promouvoir des idées. Par ailleurs, on peut aussi très bien appuyer un parti politique sans le dire à personne. C'est pas des choses qui vont ensemble de la même façon. Maintenant, est-ce que, selon vous, là, l'interdiction, est-ce que c'est, est-ce qu'on a eu besoin, ou est-ce que c'est l'interdiction du voile des religieuses catholiques dans les écoles, qui n'a pas eu lieu, là, qui a fait reculer la pratique religieuse au Québec? Parce qu'on sent derrière votre idée que, essentiellement, vous n'êtes pas uniquement pour la neutralité. Vous voudriez voir un recul de la pratique et de la croyance religieuse de façon généralisée dans la société. Et il vous semble, vous me corrigerez, là, il vous semble que ce projet de loi-là va dans la bonne direction et va contribuer à ça. Donc, est-ce que, selon vous, là, il a fallu ou il aurait fallu interdire le voile aux religieuses catholiques durant la Révolution tranquille? Vous corriger, notre mémoire ne parle absolument pas de faire reculer les religions. Le mémoire parle de la nécessité de bien séparer les pouvoirs religieux de l'État et d'empêcher les intrusions de la religion dans l'État. Jamais on ne parle de restreindre la liberté de pratique des citoyens et des citoyennes, quelle que soit leur religion. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez lu, mais je pense que vous n'avez pas bien lu. Est-ce que vous considérez que les religions sont essentiellement sexistes? Essentiellement sexistes, pas essentiellement. Sexistes, oui, elles ne sont pas que ça, mais les grandes religions le sont. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole au député de Matane-Matapédia pour une période de 2 minutes 55 secondes. Monsieur le député, s'il vous plaît. Merci. À mon tour, je veux discuter avec vous de vos recommandations. D'abord, celle d'éliminer dès la rentrée scolaire de 2019 le volet culture religieuse du cours ECR. Ce n'est pas lié au projet de loi, mais je veux que vous sachiez que c'est une volonté affirmée du Parti québécois, qu'on a fait le débat en Chambre, qu'on a amené une motion et qu'on a un engagement du ministre de l'Éducation de mettre fin à cette partie ou à tout le moins de le réformer. Alors, si cet appel que je lance à travers nos échanges peut permettre au ministre de préciser sa pensée, il me semble que ça irait dans le sens de la cohérence que le gouvernement doit avoir dans ce printemps de la laïcité. C'est le premier élément. On est d'accord là-dessus. Sur plusieurs points d'ailleurs. La question que je vais vous poser, pouvez-vous nous expliquer en quoi il serait pertinent, outre les enseignants et enseignantes, d'assujettir les éducateurs et éducatrices en service de garde, en CPE et dans les services subventionnés? Bien, pour les mêmes raisons, parce que les éducateurs et les éducatrices passent beaucoup de temps avec les enfants. Ils sont des modèles, elles sont des modèles, elles sont des références. Et le rapport avec l'enfant ne doit pas être basé sur l'appartenance religieuse, même si on dit qu'il ne parle pas. Un symbole, c'est un discours. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Un symbole, ça porte un discours. Et c'est, je pense, pas le lieu dans le CPE pour faire ces discours, même s'ils sont tacites. Ils sont quand même des fois explicites. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure dans les CPE, on l'a vécu, on a des membres qui l'ont vécu, il y en a qui sont venus le dire même ici à la commission parlementaire. Quand une éducatrice avec les enfants enlève son hijab et elle le remet quand ça frappe à la porte, quand c'est le papa qui arrive. Quel message on envoie à l'enfant jour après jour, tous les jours, jusqu'à temps qu'il rentre à l'école? Elle est très gentille, son éducatrice. On n'enlève pas les qualités de son éducatrice, elle est charmante. Mais elle envoie un message à l'enfant que devant un homme, une femme doit se cacher les cheveux. La liberté de conscience. Je pense que ça doit nous animer tout au long de ces débats. Cette liberté de conscience doit s'appliquer aux élèves au primaire ou au secondaire à travers la relation avec les enseignants et enseignantes.
je comprends que vous êtes d'avis que la même logique devrait s'appliquer aux services de garde, en CPE, en milieu scolaire et au-delà, parce qu'il pourrait y avoir d'autres personnes significatives à l'école qui exercent une autorité. Je vais donner l'exemple, par exemple, d'une personne qui est un psychologue ou quelqu'un qui a un rôle significatif auprès de l'élève. Nous, on avait proposé les directions d'école. Le gouvernement a décidé de l'inclure dans sa loi. Pouvez-vous terminer notre intervention en nous disant comment doit assurer une cohérence dans un même milieu, le milieu scolaire, entre des personnes qui vont se croiser à la salle des professeurs puis autour de l'école et où on enverrait des messages croisés, différents, auprès de la même clientèle? Très rapidement. Je vais donner rapidement l'exemple des filles Shafia. Vous savez, le drame qui est arrivé à la famille Shafia. Le premier signalement qui a été fait, c'est par l'école. Une enseignante ou une psychologue, je ne me souviens plus, mais en tout cas une personne de l'école qui a reçu les confidences d'une des enfants et qui a signalé le problème, les tensions qui existaient dans la famille au directeur de la protection de la jeunesse. Si cette personne avait porté un signe religieux, la jeune fille ne serait pas allée se confier parce qu'elle aurait été coincée entre son désir de ne pas se faire imposer un voile et l'enseignante qui en faisait la promotion. Beaucoup. Cela termine cette partie des travaux. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vais suspendre les travaux quelques instants afin de permettre au prochain groupe de prendre place. Merci beaucoup.